aux âmes citoyens, formez vos bataillons, aux âmes citoyens, formez vos bataillons. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans vos bras, égorgez vos fils, vos compagnes. On est en ligne avec Nicolas Grégoire. Bonjour Nicolas Grégoire. Vous m'entendez ? Bonjour. Ah, vous êtes l'homme. Oui, je vous entends bien. Vous êtes l'homme par qui le scandale arrive. Enfin non, j'exagère un peu, mais vous êtes ce jeune homme. Enfin, vous devez plus être un jeune homme d'ailleurs aujourd'hui. Malheureusement non. Vous avez à peu près 35 ans, c'est ça aujourd'hui ? J'ai 45 ans 45, aujourd'hui. J'avais voilà. 25 ans à l'époque des faits. Voilà. Et donc vous avez été dans les années 96-97 assistant parlementaire pour le parti que dirigeait François Bayrou, c'est ça, qui était Force démocrate à l'époque, hein ? Tout à fait. Et puis l'UDF, puisque François Bayrou est devenu président du l'UDF. Voilà. Et alors vous affirmez ce matin que vous avez été l'objet d'un emploi fictif. Voilà, vous avez été fictivement employé par François Bayrou. Oui, j'avais même 2 emplois fictifs, puisque j'avais un contrat au Sénat et un contrat à l'Assemblée nationale. Oui. Ça fait 2. Et j'étais payé à rien faire au Sénat et à l'Assemblée nationale, puisque à la place, je travaillais au parti de François Bayrou en tant que rédacteur dans le journal du parti. Et c'est une chose que vous avez dite depuis 1997, parce que là on est en 2017, 20 ans plus tard, et on a le sentiment que voilà, vous dites ça pour cisailler les pattes de notre garde des Sceaux qui veut moraliser la vie publique, mais vous avez souhaité vous exprimer pendant toutes ces années sur ce sujet, l'emploi fictif dont vous avez été l'objet ? Alors déjà, premièrement, oui, effectivement, je dis ça pour cisailler les pattes de François Bayrou, parce que j'estime que François Bayrou ne peut être ni la caution, ni l'architecte de la moralité en politique, parce qu'il est corrompu. Ensuite, effectivement, j'ai essayé d'alerter la presse pendant des années après cela, et je n'ai jamais été entendu. C'est pour ça que j'ai décidé de m'auto-publier et de sortir une série d'articles et de publier mes preuves, mes contrats de travail, fiches de paye, etc. Dites-moi, vous faites quoi aujourd'hui, Nicolas Grégoire ? Vous avez quitté la politique ? Concepteur-rédacteur, et j'ai totalement quitté la politique, que je n'ai même plus voté depuis, même aux élections de parents d'élèves. Et vous étiez donc dans une architecture qui était un parti politique à l'époque. Il y a des petites mains, il y a des assistants parlementaires, etc. Est-ce que à cette époque-là, François Bayrou était clairement informé de la nature de votre contrat et de l'emploi fictif que vous occupiez ? Bien entendu. François Bayrou était le directeur de la publication du journal du parti, donc il était mon supérieur direct. Donc évidemment qu'il le savait. C'est quand même une accusation assez incroyable, parce qu'effectivement, au moment où il est en train d'initier cette moralisation de la vie publique, vous envoyez un scud là, Nicolas Grégoire, un sacré scud. Heureusement qu'il finit par atterrir quand même depuis toutes les années que j'essaie de le lancer. Ensuite, ce n'est pas une accusation incroyable. Les emplois fictifs en politique sont totalement courants. C'est une banalité en politique. Oui. Ils sont dénoncés à droite et à gauche. On en trouve la trace dans tous les partis. Et François Bayrou ne déroge pas à la règle. Oui. Il y avait des emplois fictifs. Il y a 3 élus qui l'ont reconnu. Donc mon sénateur, qui est maintenant au Conseil constitutionnel, a reconnu m'avoir embauché fictivement pour être au parti. Mon député, qui était à l'époque vice-président de la région Bretagne, l'a également reconnu. Et Corinne Lepage, dans son livre, en 2014, a écrit qu'on lui avait demandé, quand elle a été élue au Parlement européen, de mettre à disposition un de ses collaborateurs pour le parti. Oui, elle était élue du parti centriste du MoDem à l'époque, hein. Ouais. Elle était députée européenne. Oui, mais sous étiquette MoDem. Je ne sais pas sous quelle étiquette centriste, elle était exactement, UDF, mais oui. elle était sur la liste, si je ne m'abuse, de François Bayrou. Et donc, le plus naturellement du monde, quelqu'un l'a contacté, parce que visiblement, ça fait partie de la procédure.
pour lui demander de mettre à disposition un collaborateur. Et elle a écrit qu'elle a refusé de le faire, qu'elle a dit « je pense que c'est illégal ». Et elle n'en a plus jamais entendu parler après, mais elle écrit « nombre de mes collègues ont été contraints de le faire ». Donc voilà, donc moi vous avez un bout du truc en 96-97, et puis ensuite vous avez Corinne Lepage en 2009. Nicolas Grégoire, est-ce que les faits sont amnistiés vous concernant, sont prescrits Oui. Prescrits, oui, c'est trop tard. Les faits ne sont pas prescrits parce que ça devait courir jusqu'en 2020 et ils ont été amnistiés par un gouvernement de gauche. D'accord. Ils ont été amnistiés, oui. Il est sûr qu'au Parlement européen... Oui, ça a été amnistié en 2016 ou 2017. Ça a été amnistié comme par hasard juste avant les élections. Tanguy Morlier, de Regard Citoyen. Au Parlement européen, il y a un vrai statut des collaborateurs parlementaires, et donc c'est extrêmement difficile d'employer un collaborateur parlementaire à faire autre chose qu'un travail parlementaire européen. En France, comme on n'a pas de statut, c'est effectivement possible d'employer un collaborateur à travailler dans son parti, et donc c'est sans doute le témoignage de votre auditeur témoigne de cette pratique, et c'est pour ça qu'il faut travailler sur ces dispositions-là. Voilà, merci beaucoup. Vous trouvez que c'est difficile d'employer des gens de manière fictive au Parlement européen? Vous savez combien de gens ont été employés par le FN à rien faire au Parlement? Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a une procédure judiciaire et que le Parlement européen en fait partie de cette... et donc, enfin, il y aurait pu avoir, apparemment, il y aurait pu avoir et donc c'est facile pour vous. Une procédure judiciaire comparable avec le MoDem, si j'en crois ce que dit cet ancien assistant parlementaire. S'il n'y a pas de statut, c'est compliqué. Parce que si ça se trouve, François Bayrou dira que la revue auquel participait votre auditeur sauf que faisait partie de Corinne Lepage, élue MoDem, a expliqué que cette chose se pratiquait également au MoDem à son époque, lorsqu'elle était élue. Au Parlement européen. Oui, au Parlement européen, tout à fait. Et puis il y a un statut qui est parfaitement défini des assistants parlementaires et du personnel parlementaire en France. Je crois que vous vous trompez. Regardez il y a des consignes qui sont très claires, qui empêchent les assistants parlementaires de travailler pour un parti. Elles sont distribuées à la signature du contrat dans un petit livret d'information. Donc c'est très 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 clair. Oui, mais entre l'information et la loi, il y a une différence. De camoufler un emploi fictif au Parlement européen, je ne sais pas de quelle planète vous venez, cher monsieur. Bon, écoutez, j'ai un peu étudié la loi et le règlement de l'Assemblée nationale. Bon, Nicolas Grégoire, merci beaucoup. Je suis très heureux de vous avoir parlé. Il faudra qu'on refasse une émission plus complète parce que vous portez quand même des accusations qui sont lourdes de sens. Non pas que je ne vous crois pas, mais je dis simplement que envoyer un tel pavé, c'est considérable, alors que débute justement cette opération de moralisation de la vie publique, et même si sur le plan judiciaire les faits sont amnistiés, je trouve que c'est intéressant de vous avoir entendu sur ce registre. Merci à vous, et je vous donnerai un peu plus d'antenne une prochaine fois, j'espère. Merci Nicolas Grégoire. À cette époque, Bayrou est ministre de l'Éducation, 5e personnage de l'État, comme il aime le préciser. Au 2e étage, son espace se résume à une pièce fraîchement repeinte en blanc, près de l'escalier, avec pour tout mobilier un bureau Ikea vide, dont on n'a pas retiré l'étiquette. Bayrou préfère se vautrer sous les ors du ministère. Le pouvoir l'obsède. Mais maintenant, le parti l'ennuie, et pourtant rien ne lui échappe. Plusieurs fois, marchant seul dans la cour, tard dans la nuit, je sens son regard passer sur moi, comme un laser. Premier niveau de privilège, on m'explique comment faire sauter les contraventions. Un membre du cabinet de Claude Guesguen, député maire du 16e, y passe ses journées. On peut l'appeler pour à peu près tout, en se recommandant d'un ton impeccable, presque obséquieux. Il explique, selon le standing du demandeur, ce qu'il est possible d'espérer. Du jour au lendemain, je deviens presque important. Le politique promet tout ce que les railleries de cours d'école m'ont fait désirer. L'ascension sociale, les responsabilités et l'infime possibilité de participer à l'élaboration
d'un nouveau modèle de société. C'est la chance d'agir, de faire partie du cénacle, d'avoir accès à la vraie information, plutôt que noyé dans la masse, impuissant devant la machine folle de l'État. Mais les places sont chères, le pouvoir est là, à portée de main. Une circonscription, un bon numéro sur une liste, un fauteuil en cabinet, l'oreille d'un puissant. Derrière les sourires, les formules de politesse, chacun œuvre, seul ou en meute, pour miner les chances de son voisin. L'UDF a des airs de cour du Doge. Les partis qui la composent n'y font pas grand-chose, à part de grands discours, qui cachent une montagne de calomnies. Des traîtres murmurent, distillés comme des coups de poignard et de vaines promesses. On s'y assassine comme on s'embrasse. C'est un puits asséché où des serpents se sont jetés. Dans les réunions au sommet, contrairement à ce que l'on peut voir dans les fictions, on ne parle pas de définir des axes. Loin, très loin des micros et des caméras, on dit des phrases comme « On va s'allier avec le PR et on va leur baiser la gueule ». Et on se regarde avec les petits sourires mauvais, remplis de soi. Comme l'exige la Ve République, on s'y bat pour la présidence de son parti, de l'UDF et pourquoi pas de la France. Car pour ces gens, tout est possible. L'ego étouffant toute réalité. Chacun est persuadé jusqu'au ridicule de finir un jour à l'Élysée, d'avoir un destin, et Bayrou plus que les autres. Quand on parle de lui à l'extérieur, au restaurant, il faut l'appeler François, par souci de confidentialité, une habitude qui ne me quittera jamais. Toutes ces petites manigances me mettent l'eau à la bouche, alors je commence à jouer. Bayrou n'est pas l'ami de Le Gall, il l'ignore royalement, comme je l'ai vite remarqué. Au buffet de fin d'année parlementaire, monté dans la cour par le traiteur de l'Éducation nationale, Bayrou est presque derrière lui, à une personne de son dos. « Tiens, ton copain est là, lui dis-je, en désignant Bayrou d'un petit coup de menton. Oui, me lance-t-il, le plus négligemment possible. Mais si, là, regarde, ton copain. Il baisse la tête pour que j'arrête. Je finis ma coupe de champagne. À la santé de Marianne, comme ils appellent l'État français. C'est Marianne qui paye. Bayrou passe sur RTL. Au travail avec une collègue, j'écoute distraitement. Il y martèle. N'avoir aucune ambition présidentielle. Ah bon, aucune ? S'étonne la journaliste. Non, aucune. Ment François. Rouage de sa soif de pouvoir. Nous nous regardons en ricanant. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je travaille ici. C'est l'été. Un ancien ami, longtemps perdu de vue, déboule sur le 3e plateau dans un costume impeccable. Appelons-le Amaury. Je l'entraîne dans une salle de réunion. Il est très surpris de me voir. « Tu voulais pas être journaliste ?» Amaury m'explique auditer les finances du parti pour une grande banque d'affaires, à la demande de François Bayrou. Pour la première fois, j'alerte. « Un audit ? Attends, c'est complètement pourri ici. » Il secoue la tête, regarde la table. « Non, on a tout vérifié, tout est carré. » Je bondis presque. « Tu rigoles ?» Il continue de regarder la table, fait de grands gestes de main. « Non, je te dis. On a cherché partout, on n'a rien trouvé. » J'insiste. De plus en plus gêné, il se lève brusquement. Les retrouvailles sont terminées. Je l'accompagne vers la sortie. Arrivé en bas de l'escalier, il se retourne, soudain enjoué. « Ça me ferait trop plaisir qu'on prenne un pot ensemble. » Il n'appellera jamais. Le 3e plateau est presque désert. La majorité de ses membres, insurgés contre l'assistanat, les régimes spéciaux et la victoire des grèves anti-Juppé, commencent leur journée vers 10h. Ils papotent, lisent la rubrique politique du Figaro, commentent en rigolant, passent des appels. Vers 12h30, ils s'en vont déjeuner, en groupe du même niveau, et reviennent à 14h30, voire 15h, passablement éméchés. C'est là qu'ils interpellent leurs sous-fifs sur le travail en cours. Ensuite, ils repassent des appels, font du off avec la presse, voire une réunion à 17h. Ils s'en vont au ministère, au Sénat, où ils ont conseil. À la fin de l'année parlementaire, vers juillet, ils partent en vacances, ponctués par l'université d'été, et reviennent en septembre. Jadis chasse gardée, les locaux se peuplent alors de jeunes militants. Je me lie avec un petit groupe, parmi eux Pierre-Alexandre Kropp, conseiller municipal du 12e.
spécialisé au parti dans l'international. J'y rencontre le président des jeunes, que tout le monde appelle mon cri-cri d'amour, un certain Jean-Christophe Lagarde. Lui sait comment s'y prendre. Crop est invité à une réception pour la fête nationale du Canada. Ça va être bien, viens, c'est à l'ambassade. Nous y allons musique à fond, assise dans sa petite bagnole, sous les regards haineux de la police, car Crop est invulnérable. Sur son pare-brise trône une cocarde. Une relation m'appelle pour son petit copain, flûtiste. Il se débat dans un marché ultra concurrentiel, où seul perd ses prodiges. Une place de professeur au conservatoire de Toulouse est disponible. Toulouse, c'est chez nous, ne t'inquiète pas, je vais le pistonner. Elle est extatique, se noie en remerciements. J'écris au cabinet de Dominique Baudis, baron du centrisme et maire de Toulouse. Par téléphone, on me dit « Il y a un concours », puis d'un ton entendu « S'il le réussit, nous traiterons favorablement sa candidature. » J'en informe immédiatement la fille. Il suffit qu'il passe le concours et la place est à lui. Silence stupéfait. « Ah bon ? Il doit passer le concours ? Tu ne peux pas le faire rentrer comme ça ?» Je rigole. Il sait jouer de la flûte, non ? Il connaît la musique. Alors il n'aura pas de mal à passer le concours. Sa conclusion est hostile. Les salutations sèchement assénées. Je me retourne vers Denise. Non mais je rêve. Je lui casse son mec. Il a juste à démontrer une compétence de base. Et elle n'est pas contente, cette poufiasse. Denise m'explique que c'est une réaction classique. Je ramasse un fax quand un sénateur, papier à la main, s'approche du photocopieur. Il s'arrête, l'air perdu. « Comment ça marche ?» Éric Azière, chef du service des élections, intervient. Vous mettez la feuille sur la vitre, là, et vous appuyez sur le bouton vert. Je reste bouche bée. Ces gens-là lisent les rapports d'experts, et je comprends mieux pourquoi le prix du ticket de métro ou de la baguette est la question la plus détestée. Seul ministre de la Ve République à prendre du ferme pour corruption, Alain Carignon est condamné à 5 ans de prison. Il faut dire qu'il est allé loin. L'adjoint des élections commente. Ceux qui se font choper, c'est ceux qui s'achètent des grosses bagnoles. Forcément, ils se font remarquer. Faut être con aussi. Et puis, malgré quelques intimidations, Carignon ne fait peur à personne. La palme de la terreur revient à Charles Pasqua. On me raconte que lors d'une engueulade au Conseil régional des Hauts-de-Seine, il aurait dit à un élu « Si vous continuez, je vous jette par la fenêtre !» L'élu serait quasiment parti en courant. Presque seul dans les locaux pendant le déjeuner, je décide d'explorer l'étage de la direction. J'y trouve le vieux bureau de Pierre Mélénurie, dernier président du CDS, ancien garde des Sceaux. Il a été poussé vers la sortie par une caisse noire dont personne ne parle. Classeurs et papiers s'amoncellent un peu partout, comme un départ en panique, une scène de guerre. Par terre, une carte de visite. Merci pour votre soutien. Notre société sera ravie d'accueillir votre fils. Je décide de partir une semaine à Nice chez des amis. Sous les exclamations, quelqu'un pose sur la table les 125 grammes de shit que j'ai commandé. Je ne me défonce qu'en vacances. Devant moi, une bouteille de Jack et 2 paquets de Mérite. J'expire profondément. Il était temps. Voit-on triompher notre gloire. Nos armes citoyens font mettre au